Personne n'est venu voir mon fils pendant son traitement contre le cancer. Je suis restée assise dans l'aile d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Necker tous les mardis et jeudis pendant 3 mois, regardant les autres enfants entourés de leur famille. Les grands-parents apportaient des petits plats faits maison dans des boîtes en plastique. Les oncles et les tantes se relayaient pour que les parents puissent descendre prendre un café ou dormir un peu. Les frères et sœurs fabriquaient des cartes colorées qui décoraient les murs des chambres d'hôpital avec des messages d'amour et d'espoir. Mon fils, lui, n'avait que moi, un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux pour que je puisse travailler entre 2 rendez-vous, et un téléphone qui ne sonnait jamais pour les appels que j'espérais désespérément. Léo avait 9 ans. Une leucémie aiguë lymphoblastique. Les médecins l'ont prise à temps, m'avait-il assuré. Le pronostic est bon, disait-il avec des sourires encourageants. Mais un dépistage précoce ne rend pas la chimiothérapie moins terrifiante pour un enfant qui vomit toutes les nuits et demande pourquoi ses cheveux tombent par poignées sur son oreiller. J'avais envoyé un message détaillé sur le groupe WhatsApp de la famille lors du diagnostic. Léo a une LAL. Le traitement commence la semaine prochaine, les mardis et jeudis à l'hôpital pour enfants. Il a peur. On aurait bien besoin de soutien. Maman a répondu, oh non, on prie pour vous. Ma sœur Élodie, c'est terrible, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mon frère Marc, un émoji triste. Papa, c'est un battant. Puis le silence. Personne ne s'est présenté. Le premier mardi, je me suis dit qu'il digérait la nouvelle choquante. Le deuxième mardi, j'ai trouvé des excuses concernant leurs emplois du temps chargés. Au 4e mardi, j'ai arrêté d'attendre qui que ce soit. Léo l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Les enfants remarquent tout. Pourquoi papy ne vient-il pas? A-t-il demandé un après-midi, sa petite tête chauve posée contre mon épaule, la peau pâle à cause du traitement. Il venait à tous mes matchs de foot. Il est très occupé par son travail, mon cœur. Et tata Sylvie? Elle avait promis de venir. Je n'avais pas de réponse pour celle-là. Je l'ai juste serré plus fort contre moi pendant que la perfusion instillait des produits chimiques dans ses veines. Du poison dont nous espérions qu'il lui sauverait la vie. Les infirmières connaissaient notre situation. Je le voyais dans leur regard compatissant, dans la façon dont elles s'attardaient pour discuter avec Léo, apportant des briques de jus de fruits supplémentaires et des cahiers de coloriage. Elles sont devenues notre famille dans cet espace stérile éclairé au néon. Nous en étions au 3e mois, à la 11e semaine de traitement, quand mon téléphone a vibré pendant la sieste de Léo. Il s'était enfin endormi après une matinée particulièrement éprouvante de nausées, son thorax étroit s'élevant et s'abaissant sous la couverture de l'hôpital. Le nom de mon père est apparu sur mon écran. Le message était long, détaillé, enthousiaste. Clara, une opportunité incroyable vient de se présenter. Un projet immobilier de bureau dans le quartier de la Défense. Un investissement de départ. Il faut faire vite. 120 000 € et on est dans le coup. Ça pourrait mettre toute la famille à l'abri pour la vie. Peux-tu virer les fonds d'ici vendredi? Je te rembourserai le triple d'ici 2 ans. C'est le gros lot. J'ai fixé le message pendant un long moment. Si longtemps que l'écran s'est éteint et que j'ai dû le tapoter pour relire les mots. Pas de comment va Léo? Pas de désolé de n'avoir pas pu venir. Pas même une reconnaissance basique du fait que mon fils se battait pour sa vie pendant que mon père courait après des opportunités d'investissement. Juste une demande de 120 000 € avec une échéance à vendredi. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère. J'avais dépassé le stade de la colère il y a des semaines. Quelque part entre la 12e et la 15e séance de traitement, c'était devenu autre chose. De la clarté, peut-être, ou une forme de finalité, celle qui survient quand on finit par cesser d'espérer que les gens changent et qu'on les accepte tels qu'ils sont réellement. J'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai envoyé 50 centimes à mon père. Dans le champ du message, j'ai tapé « Pour tes promesses vides ». Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis remise à regarder mon fils dormir. Mon téléphone a commencé à vibrer 10 minutes plus tard. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Papa appelle.
J'ai refusé. Il a rappelé. J'ai encore refusé. Puis maman a appelé, j'ai refusé. Les SMS ont commencé à affluer les uns après les autres, mon téléphone vibrant sans arrêt. Papa, c'est quoi ça? C'est une blague? Maman, ton père essaie d'aider la famille et c'est comme ça que tu réponds? Ma sœur, c'est puéril, on essaie de t'inclure dans quelque chose d'important. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis restée assise, la main sur le bras de Léo, sentant son pouls sous mes doigts, régulier et fort malgré tout ce que son corps combattait. Ce pouls était tout ce qui comptait. Les messages ont dégénéré. Papa, tu dois ça à cette famille. Maman, on réclame cette dette. Mon frère, l'avocat de papa dit que tu es légalement obligé. Les menaces commençaient. J'ai failli rire. 1 heure plus tard, ma sœur a appelé d'un numéro masqué. Tu dois parler à papa, cette opportunité se termine vendredi. Je suis assise dans une chambre d'hôpital, ai-je dit calmement. Mon fils est branché à une chimiothérapie et tu m'appelles pour une transaction immobilière. On tient à Léo. Ah bon? On est jeudi. Savez-vous ce qui se passe les jeudis? Silence. Léo a son traitement tous les mardis et jeudis. Depuis 11 semaines. Peux-tu me dire dans quel hôpital nous sommes? Encore le silence. Vous ne le savez pas parce que vous n'avez jamais demandé. On a été occupé. Je vais vous dire quelque chose. Mais papa en haut-parleur. Réunis tout le monde. J'ai entendu des voix s'agiter, puis, Clara, restons raisonnables. Pendant 8 ans, j'ai payé votre crédit immobilier. Silence complet. Quand ton entreprise a fait faillite, tu es venu me voir en panique. J'ai contracté un prêt professionnel et je t'ai donné 85 000 euros. Tu avais dit 6 mois. C'était il y a 8 ans. Quelqu'un a étouffé un cri. Ensuite, vous avez eu besoin d'aide pour votre prêt, juste temporairement, disiez-vous. Alors j'ai commencé à payer 4 200 € par mois, chaque mois, pendant 7 ans. J'ai fait défiler mon application bancaire. Les taxes foncières, les 2 traites de voiture, 40 000 € de dettes de carte de crédit, l'abonnement au club de golf, la maison de vacances en Normandie, les remboursements de ton prêt, l'assurance vie, la 2e hypothèque. J'ai calculé. En 8 ans, environ 485 000 €, peut-être plus. Le silence était assourdissant. Ce n'est pas possible, a dit maman. Tu es graphiste. J'ai monté une agence de design, 12 employés, des clients de grands groupes. Je travaille 80 heures par semaine. Léo et moi vivons dans une location parce que je ne pouvais pas me permettre un apport personnel. Son épargne pour ses études est presque vide. Pourquoi tu ne nous as rien dit? La voix de mon frère était toute petite. Parce que vous avez clairement établi que j'étais la ratée, la divorcée, celle qui n'avait pas de vraie carrière. Vous avez fait de moi le cas social, et non l'inverse. Léo a bougé. J'ai baissé la voix. Voici ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Vous n'avez jamais demandé d'où venait l'argent. Vous l'avez juste pris pendant 8 ans. Vous n'avez jamais dit merci. Vous n'êtes jamais venu quand j'avais réellement besoin de vous. On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir. C'était plus facile de prendre l'argent et de me voir comme l'échec de la famille plutôt que comme la personne qui la maintenait à flot. Quelqu'un pleurait. J'ai appelé ma banque ce matin. J'ai annulé tous les virements automatiques. Le paiement du prêt immobilier de la semaine prochaine ne partira pas. Les traites de voiture, c'est fini. Les remboursements de prêts pro sont arrêtés. Tu ne peux pas, a dit la voix paniquée de mon père. La banque va saisir la maison. Alors tu auras besoin que cette opportunité à 120 000 € fonctionne. Oh, attends. Tu n'as pas de capital parce que tu as dépensé tout ce que je t'ai donné. Clara, s'il te plaît. C'était définitivement maman qui pleurait. On va tout perdre. Je me suis retrouvée aux urgences à 2 heures du matin le mois dernier quand la fièvre de Léo est montée à 40. Je vous ai tous appelés. Absolument tous.
Personne n'a répondu. Savez-vous qui s'est assise avec moi? L'infirmière d'oncologie de son équipe de soins. Elle est venue sur son jour de repos parce qu'elle savait que nous serions seuls. Ma voix a fini par se briser. Cette infirmière connaît mon fils depuis 3 mois, et elle lui a montré plus d'amour familial que n'importe lequel d'entre vous durant toute sa vie. On est désolé, a commencé ma sœur. J'ai mes relevés bancaires, ai-je dit en reprenant le contrôle, 8 ans de documentation, chaque virement, chaque paiement, chaque urgence pour laquelle je vous ai dépanné. J'ai aussi documenté chaque mardi et jeudi des 11 dernières semaines. Les registres des visiteurs de l'hôpital montrent exactement qui est venu et qui n'est pas venu. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé mon père d'une voix désormais dure. Je veux dire que si vous voulez parler d'obligations légales, nous pouvons le faire. J'ai un avocat qui est très intéressé par les 485 000 € de prêt que je vous ai fait sans plan de remboursement, sans intérêt et sans garantie. Nous pouvons aussi discuter du préjudice moral lié à l'abandon d'un enfant pendant un traitement contre le cancer tout en exigeant des investissements à 6 chiffres. Silence. Ou bien, ai-je continué, vous pouvez accepter que c'est terminé. J'ai fini d'être votre banque. Vous avez 4 mois pour régler vos finances, refinancer votre maison, vendre vos biens, trouver de vrais emplois au lieu de courir après des combines d'investissement. Je me fiche de la façon dont vous le faites, mais je ne paie plus. 4 mois, la voix de maman était désespérée. Ce n'est pas assez de temps. J'ai réussi à élever un enfant seul, à créer une entreprise à partir de rien et à couvrir vos dépenses pendant 8 ans tout en travaillant sur un ordinateur portable. Vous pouvez bien trouver comment subvenir à vos besoins en 4 mois. Et la loyauté familiale? A demandé mon frère, la voix amère. Et le fait de prendre soin les uns des autres? C'est une excellente question, ai-je répondu. Quand Léo sortira de son traitement aujourd'hui, pourquoi ne viendrais-tu pas lui demander ce que signifie la loyauté familiale? Il est dans la chambre 412, au 4e étage, à Necker. Les heures de visite sont jusqu'à 20 heures. Il serait ravi de rencontrer enfin sa famille. J'ai entendu mon père commencer à dire quelque chose, mais j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Léo a ouvert les yeux, me regardant avec une inquiétude qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à ressentir. Ça va, maman? J'ai essuyé mes yeux et j'ai souri. Oui, mon poussin. Ça va. Comment tu te sens? Fatigué. On peut regarder un film? Absolument. J'ai sorti mon ordinateur et j'ai lancé son film de super-héros préféré. Il s'est blotti contre moi, faisant attention au tube de la perfusion, et en quelques minutes, ses yeux se fermaient déjà. Mon téléphone explosait de messages. Je l'ai mis en mode silencieux complet et je me suis concentré sur mon fils. 2 heures plus tard, une infirmière est entrée pour vérifier les constantes de Léo. Elle m'a souri. Vous avez de la visite dans la salle d'attente. Mon cœur s'est serré. Elle a ajouté doucement, c'est votre frère. Il demande s'il peut entrer. Il dit qu'il repartira si vous le souhaitez. J'ai hésité. Léo m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir. D'accord, ai-je dit, enfin, juste lui. Mon frère est apparu dans l'encadrement de la porte 5 minutes plus tard, tenant un sac cadeau. Il a regardé Léo, la potence de perfusion, tout l'équipement médical, et son visage s'est décomposé. Salut bonhomme, a-t-il dit d'une voix rauque. Je suis désolé de ne pas avoir été là. C'était mal. Vraiment mal. Léo m'a regardé, incertain. J'ai fait un signe de tête. Mon frère s'est assis et a sorti une console de jeu portable du sac. J'ai pensé qu'on pourrait jouer ensemble si tu te sens d'attaque. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé mon frère et mon fils jouer aux jeux vidéo. Mon frère a posé des questions sur le traitement, sur les effets secondaires, sur la façon dont Léo gérait tout ça. Il écoutait. Il écoutait vraiment. Quand Léo s'est rendormi, mon frère m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Je savais que tu aidais papa et maman, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Et je ne savais certainement pas qu'ils t'ignoraient à travers tout ça. Est-ce qu'ils t'ont envoyé?
ai-je demandé doucement. Non, je suis venue parce que je le voulais. Il a marqué une pause. J'ai tellement honte. C'est mon neveu. J'aurais dû être là. Oui, ai-je acquiescé. Tu aurais dû. Je sais que je ne peux pas réparer les 3 derniers mois, mais j'aimerais être là pour la suite. Si tu es d'accord. J'ai étudié son visage, cherchant une trace de manipulation ou de culpabilisation. Je n'ai trouvé qu'un regret sincère. Les mardis et jeudis, ai-je dit, 14 heures. On est généralement là jusqu'à 18 heures environ. Je serai là, a-t-il promis. Et il a tenu sa promesse. Le mardi suivant, il est venu avec des jeux de cartes. Le jeudi d'après, avec de nouveaux films. Il a commencé à m'envoyer des SMS chaque soir pour prendre des nouvelles de Léo. Le reste de la famille a réagi différemment. Maman est venue une fois, 3 semaines plus tard, avec des cadeaux coûteux et des excuses larmoyantes. Elle a tenu 20 minutes avant de se lancer dans des explications sur son stress, sur le fait qu'elle n'avait pas réalisé que c'était si grave, et que j'aurais dû être plus claire sur mon besoin d'aide. Je lui ai demandé de partir. Papa n'est jamais venu du tout. Il a envoyé une carte avec un message générique de bon rétablissement. Pas de signature. Ma sœur a envoyé des SMS quotidiennement pendant 1 semaine, puis 1 fois par semaine, puis elle a arrêté. Mais mon frère est venu chaque mardi et chaque jeudi pendant les 4 mois suivants, jusqu'à la fin du traitement de Léo. La situation financière de la famille a implosé exactement comme je l'avais prédit. Ils ont dû vendre la maison, la résidence secondaire et les 2 voitures. L'entreprise de mon père a déposé le bilan. Ils ont emménagé dans un petit appartement et ont trouvé de vrais emplois. Maman m'a appelé en pleurant plusieurs fois. J'ai écouté poliment et je n'ai rien dit. Papa a envoyé un email au bout de 3 mois. Tu as détruit cette famille. J'ai répondu, non, j'ai arrêté de vous entretenir. Léo a terminé son traitement en février. Les médecins l'ont déclaré en rémission. Il aurait besoin d'un suivi pendant des années, d'examens réguliers, mais le cancer était parti. Nous avons fêté ça avec une petite fête dans notre appartement de location. Mon frère est venu avec sa famille. L'infirmière d'oncologie qui était devenue notre amie est venue aussi. Quelques amis d'école de Léo étaient là. Personne d'autre de ma famille ne s'est présenté. Léo ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à rire, ses cheveux repoussant en duvet doux, les couleurs revenant sur ses joues, redevenant un enfant normal. Ce soir-là, alors que je le bordais dans son lit dans sa propre chambre, il a dit, « C'était la meilleure journée de ma vie. » J'en suis ravie, mon chéri. Tonton Marc est vraiment venu à chaque fois, n'est-ce pas? Oui, il est venu. C'est ce que la famille est censée faire, non? Être là. J'ai embrassé son front, respirant l'odeur de son shampoing à la pomme. Oui, mon bébé. C'est exactement ce que la famille est censée faire. 6 mois plus tard, mon agence de design a décroché son plus gros client à ce jour. Avec l'argent que j'avais cessé d'envoyer à mes parents, j'ai pu investir dans mon entreprise, embaucher de meilleurs talents et accepter des projets plus ambitieux. Je nous ai acheté une maison, 3 chambres, un jardin pour Léo et un bureau à domicile où je n'avais plus à travailler avec un ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Mon frère nous a aidés pour le déménagement. Le reste de la famille n'a rien envoyé. Pas de félicitations, pas de reconnaissance, juste le silence. Mais j'avais ce qui comptait, un fils en bonne santé, une entreprise prospère et un frère qui avait appris ce que signifierait réellement être là pour les siens. Et pour la première fois en 8 ans, mon compte bancaire était le mien. Chaque euro que je gagnais restait pour nous, construisant notre avenir, garantissant les études de Léo, créant la vie que j'aurais dû pouvoir lui offrir depuis le début. Je n'ai jamais regretté ce virement de 50 centimes. C'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait.